Podcast. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 4e épisode du Club de lecture sous le thème de « Un livre pour enfants pas si enfantin » et ce thème avait été proposé par Aline. Pour parler de ce thème, j'ai une équipe de choc, enfin plutôt un duo, nous sommes un trio, je ne sais pas comment on peut dire, mais dans notre salon de thé virtuel, il y a Ogra. Hello. Et Pomme. Salut. Et bien entendu, Et Corée. moi-même. Bonjour. Je pense qu'on peut dire que ça fait un trio, hein. Oui. Et le thème avait l'air très très simple. Un livre enfant pas si enfantin, mais je sais pas vous, mais j'ai un petit peu galéré à trouver mon livre. Ah, vous allez voir. J'ai galéré aussi. Le challenge, c'était quand même de garder un livre qu'on n'avait pas lu. C'était un petit peu dur de trouver. Mais bon, vu que nous sommes 3, apparemment tout le monde a trouvé le sien. Et du coup, peut-être que Pomme, tu aimerais commencer ? Non, on avait dit que c'était au gras. Ah, bah c'est au gras. Oui. On m'a encore oublié. 2 épisodes sur 4, on m'oublie. C'est terrible. Et le pire, c'est que j'ai noté, faut pas oublier au gras dans mon carnet. Et au moment où je commence, la seule spectatrice est partie. Et comme ça, on te garde tout pour nous. C'est tu bon. vas les revenir. Elle est revenue. Eh bien, au gras, tu peux commencer. À la limite de la toute petite ville, il y avait un vieux jardin envahi par les mauvaises herbes. Moi, le livre que j'ai choisi sur ce thème-là, ça a été compliqué parce que j'en ai envisagé plein, mais finalement, j'ai pris Fifi Brin d'Acier de Astrid, désolée pour la prononciation qui va suivre, Lindgren. Le thème, c'est que le problème avec ce thème, c'est qu'on avait tous plein d'idées, mais on avait tous plein d'idées de livres qu'on avait déjà lus. Ce qui était aussi mon cas parce que voilà, moi j'avais du Coraline de Neil Gaiman qui me venait, mais je l'avais déjà lu et j'avais pas envie de tricher. Et du coup, j'ai réfléchi, et puis l'idée de me baser, de reprendre à nouveau une autrice m'a fait dire que c'est vrai que j'avais souvent entendu parler de Fifi Brin d'Acier. J'avais jamais regardé ni les films ni la série étant enfant, et je me suis dit pourquoi pas essayer le livre pour voir ce que ça donne. Du coup, donc moi, Fifi Brin d'Acier, j'ai récupéré, c'est une version e-book des éditions, ça doit être Hachette qui l'a faite, si je ne dis pas de bêtises. Sur ma tablette, il y avait marqué que j'avais à peu près 80 pages pour le premier tome. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas qui est Fifi Brin d'Acier, Fifi, en fait, elle s'appelle Fifillota Provisiona Gabardinia Pimprenelle Brin d'Acier. Mais son père trouve que c'est un peu long, ne serait-ce que Fifillota, oui. Donc c'est Fifi. Donc voilà, Fifi en fait elle a 9 ans, et c'est la fille de Ephraim Brin d'Acier, qui est on comprend vite en fait qu'il est capitaine de bateau, qui s'est perdu en mer, et puis tantôt Fifi elle nous dit qu'il est capitaine, qu'il est le roi des pirates, donc je me suis dit tiens, on a un lien avec quand on avait parlé de One Piece, c'est peut-être la fin de One Piece, peut-être on va spoiler, je sais plus qui lisait One Piece. Tantôt il est roi des mers des mers du Sud. Et Fifi en fait elle est toute seule. Elle débarque dans une ville. Elle va habiter toute seule dans la villa qui s'appelle Drôle de Repos. Et donc Fifi en fait son père est perdu en mer. Sa mère est morte quand elle était toute petite. Et puis un jour elle débarque avec une mallette pleine de pièces d'or avec elle. Ça aide, et avec son petit singe, Monsieur Nilsson, sur l'épaule. Et puis elle s'installe dans cette grande maison, sous le regard de 2 petits voisins qui ont à peu près son âge, qui sont Annika et je vais retrouver le nom du deuxième personnage, mais comme ils se ressemblent vachement, voilà, Tommy et Annika. Et donc Fifi, on la connaît pour plusieurs choses, hein, ses cheveux roux dressés presque à l'horizontale, les taches de rousseur, et puis en fait elle a une force exceptionnelle. Fifi elle arrive à porter son cheval de la véranda au jardin quand elle a besoin de la véranda. Elle a, je vous cite un coup de bouquin, quand on parle de sa force au tout début, il nous est dit « Il n'existait pas dans le monde entier un policier aussi costaud qu'elle ». Voilà, ça place les choses.
Fifi, en fait, quand elle s'installe en ville, elle rencontre ces deux copains-là, et en fait, le bouquin, ça va être l'histoire de leurs aventures qui vivent ensemble. Donc, faut savoir que l'autrice, elle l'a écrit parce qu'en fait, c'était des histoires qu'elle racontait à sa fille qui était malade. Et puis, à force que sa fille, puis des enfants dans sa famille, puis des amis de sa fille, en fait, sont devenus très fans de ces histoires-là, et un jour, elle les a rédigées pour en faire un recueil, et c'est devenu... Fifi Brin d'Acier, c'est une icône en Suède. Donc au milieu des aventures, vous allez avoir... Il y a des pique-niques, il y a des tentatives de bullying des gamins par d'autres gamins. Bon, là, il y a Fifi qui intervient, je vous fais une petite citation. Je n'ai pas l'impression que tu connaisses les bonnes manières avec les dames, dit Fifi. Sur ce, elle empoigna Bengt de ses bras costauds, le souleva et l'accrocha à la branche d'un bouleau. Voilà, elle a une façon bien à elle de résoudre les problèmes. Il va y avoir les aventures de Fifi qui découvre l'école et qui désespère sa prof, une visite au cirque, des crêpes, des gâteaux, ça va jouer à chercher des choses, et puis ça va aussi jouer à cache-cache avec la police. Voilà. Fifi, en fait, elle est forte, elle est super forte. C'est aussi quelqu'un qui ment beaucoup, qui raconte des trucs toujours très bizarres, très extravagants. Elle a énormément d'énergie. Faut savoir que sa gymnastique matinale, c'est faire 43 sauts périlleux. Donc je me suis dit que ça faisait longtemps que j'étais plus jeune, parce que non. Moi, je fais pareil. Je sors du lit et pour aller prendre mon café tous les matins. Sinon, je prends pas de café. C'est toi que je vois, en fait. Oui, absolument. Je fais le tour du département comme ça et je reviens pour mon café. Fifi, elle pousse aussi un peu des gens à bout des fois. Notamment, j'ai une petite pensée pour ce pauvre taureau. Pour finir, le taureau épuisé s'allongea, ne rêvant plus que d'une chose, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants dans ce monde. Du reste, les enfants ne lui avaient jamais paru bien nécessaires. Voilà, c'est un moment où il y a un taureau qui risque d'embêter Annika et Tommy, donc Fifi s'en occupe. Ce bouquin, moi, il m'intéressait parce que Fifi Brin d'Acier, c'est vraiment un personnage qui est emblématique, qu'on va citer assez souvent. Elle est courageuse, elle est indépendante, elle est forte, elle va refuser tout ce qui est normes sociales liées aux filles. Alors je l'ai pas précisé, mais le bouquin il a été rédigé en 1945, donc un personnage comme ça décrit à cette époque-là, c'était du jamais vu. D'ailleurs, il y a vraiment eu une relecture de ce personnage-là, mais dès les années 80, comme un personnage très, très féministe. C'était même une icône un peu anarchiste pour certains groupes de rock. Voilà. Après, il faut nuancer, éviter de tomber sur les vieilles versions françaises de ce que j'ai lu. Moi, je crois que le texte de ma version, la traduction date de 2007, mais les vieilles versions, comme Fifi, elle était un peu trop libre, forte, etc., ils ont bien expurgé le texte. Et donc, vous avez déjà les concepts de traduction que, voilà, je vous dis que c'est Roi des mers du Sud, c'était pas Roi des mers du Sud au début qui était noté. Hein, c'était un mot que j'ai pas le droit de prononcer sur les internets. Okay. Fifi, on expliquait qu'elle était folle dans la version française de ce que j'ai lu, donc voilà, il y a eu une retraduction passée les années 2000 pour reprendre le texte. C'est plus une traduction, c'est une adaptation. Ouais. Tu sais, ça va être un peu le grand débat, tu sais, comme pas à ce point-là, mais tu sais, sur les premières versions des traductions de Game of Thrones, avec les grosses libertés prises avec le style d'origine. Là, quand on va te dire qu'elle était extravagante dans la version suédoise, on va te dire qu'elle était bonne à enfermer dans la version française. Ce qui n'a quand même rien à voir. C'est ça. Le livre aussi, j'ai oublié de le préciser, j'ai plus le nom de l'illustratrice, mais la version Hachette, elle est illustrée et les illustrations sont très très chouettes. Et je me dis que c'est pas mal pour lire avec des enfants, c'est des petites illustrations qui s'insèrent entre deux parties de l'histoire. Voilà. L'autrice, quand elle a parlé de la création de Fifi, elle a dit qu'en fait, elle cherchait une figure qui possède le pouvoir, mais n'en abuse pas. Et je trouve que c'est une très belle description des héroïnes un peu fortes qu'on essaye d'avoir et qu'on aimerait bien encore avoir. Par contre, voilà, j'ai nuancé à 2-3 moments en vous disant pourquoi j'aurais aimé adorer ce livre, et en fait, je n'ai pas tellement apprécié ma lecture. C'est que, parce que jusque-là, on dirait que tu nous le vends. Hein. Mais oui, mais en fait, plus je cherchais des infos sur le livre après coup, plus je me disais, mais j'aurais dû l'aimer, ce livre-là. Alors que, honnêtement, il fait 80 pages. J'ai mis plus de temps pour le lire que tous les précédents. Par manque de motivation. Par manque de motivation, en fait, déjà, j'ai plus l'âge, hein, c'est un livre pour enfants, vraiment pour enfants. Et Fifi, elle est épuisante.
Je vous jure, j'ai revécu des PTSD de quand j'étais babysitter. Vraiment. Enfin, j'ai gardé des enfants quand j'étais ado parce que j'étais l'enfant la plus âgée du groupe que formaient mes parents. Et vraiment, j'ai revu des traumas, quoi. Des gamins à garder qu'à la fin, tu sais plus quoi faire et t'as juste envie de te cacher dans une pièce pendant que la pâte à crêpes est partout dans la cuisine. Enfin, c'était... C'est très ça. Et en plus, comme il y a beaucoup de retournements, il y a beaucoup d'humour très absurde, nous, on est habitués à des histoires qui se passent, qui vont d'un point A à un point C en passant par un point B. Là, tout d'un coup, Fifi, elle va faire un truc qui n'a mais aucun sens. Mais pour un gamin, ça va être hilarant. Sauf que toi, quand t'es adulte, tu fais « mais non, ça m'a cramé le cerveau, vraiment ». Donc j'aurais voulu adorer ce livre, mais j'ai vraiment plus l'âge, quoi. C'est vraiment... Peut-être que j'ai vécu ce que ressentent des personnes très âgées qui découvrent Internet ou TikTok, je ne sais pas. Il y avait un truc du genre, quoi. J'ai senti pourquoi ça pouvait toucher des gens, mais c'était pas pour moi. Je pense que j'essaierai quand même les films à l'occasion, parce que j'en ai aussi beaucoup entendu parler. Et il y a aussi un truc, c'est que j'ai pas grandi avec la nostalgie de Fifi Brin d'Acier. C'était pas un programme que je regardais et que je voyais. Est-ce que vous, du coup, c'était un personnage que vous connaissiez bien ? Parce que je pars dire que j'ai plus trop aimé, j'ai plus forcément grand-chose à dire, mais peut-être que vous, ça vous parlerait plus à ce niveau-là, quoi. Alors, nous, les vieilles, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Non, c'est pas du tout pour ça. Alors, je reprécise, tu vas comprendre. J'ai grandi, la télévision n'était accessible que quand mes parents étaient là. Et du coup, j'ai grandi avec les programmes pour gamins de Canal+. Donc, je suis incollable et c'est évidemment le moment où je ne trouve plus... Le journal du hard... Non. J'ai grandi avec sa cartoon. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Je vois avec quoi tu as grandi, Pomme, voilà. Mais j'ai grandi avec sa cartoon. Sur d'autres, j'avais très peu accès à la télévision sur d'autres programmes. Donc, il y a beaucoup de programmes qu'ont connus... et enfants et ados. Enfin, par exemple, moi, la trilogie du samedi soir sur M6, alors là, on n'est plus sur de l'enfant, j'ai jamais connu. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être que vous étiez... Alors, je pense que ça s'adresse... La trilogie du samedi soir, oui, c'était un autre. Fifi Brin d'Acier, c'est pas le même prix. Oui. Moi, je me rends compte en t'écoutant que déjà, je savais pas que c'était un bouquin à l'origine. Et je pense que dans ma tête, Fifi Brin d'Acier, Mimi Cracra et Punky Brewster, c'était plus ou moins la même personne. Ouais. C'est-à-dire la gamine un peu à côté, un peu exubérante, machin et tout, mais en réalité, je savais même pas que Fifi Brin d'Acier, son truc, c'était d'être super forte. Je pense que je ne connais absolument pas ce personnage, donc j'ai pas cette nostalgie, du coup. Mais je vois par contre, je la vois physiquement très fine, avec les couettes, comme tu disais, là, les couettes rousses, les tresses rousses bien droites, mais vraiment, sinon... je découvre son histoire à travers toi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai plutôt grandi avec les petites filles modèles, Les Malheurs de Sophie et Papa Longue Jambe. Et en plus, à chaque fois, mon grand-père m'achetait les bouquins qui allaient avec. Par contre, je les ai relus il y a pas longtemps. C'est vrai que ça a bien vieilli, quoi. T'as relu quoi, Fifi Brin d'Acier ou Papa Longue Jambe ? Papa Longue Jambe, ça va, mais clairement, Les Malheurs de Sophie, c'est inlisable quand t'es adulte. Tu vois, toutes les maltraitances à l'enfance, c'était... Waouh. Ouais. Tu te souviens pas des Malheurs de Sophie ? Alors, je pense n'avoir ni vu, ni lu, ni rien des Malheurs de Sophie. Vraiment, je... D'accord. Je saurais même pas dire de quelle époque ça date, de rien du tout. Je connais le nom. Les Malheurs de Sophie, ça a été écrit par la comtesse de Montségur. De Ségur, excuse-moi, je suis en train de... Donc ça c'est bon, je l'avais. Alors, ok. Je me demandais si je confondais avec autre chose. Mais oui, ça a été écrit par la comtesse de Ségur et ça raconte l'histoire d'une petite orpheline qui est maltraitée par sa belle-mère et qui est recueillie par la comtesse du coin, enfin la voisine, tout ça. Et c'est une petite fille qui faisait... Ah bah voilà, Iphigénie est en train de tout raconter. Dans le chat. Et c'est une petite fille qui faisait des bêtises parce que évidemment elle a besoin d'être remarquée. Et donc la comtesse du coin la rééduque, on va dire, de manière à ce que ce soit une bonne petite fille.
à la manière de l'époque. Voilà. Alors, il y a un truc, justement, qui est très bien dans Fifi Brin d'Acier par rapport à... Le parallèle, en fait, est vachement bien avec Les Malheurs de Sophie, c'est que t'as pas de morale. Enfin, la seule morale que t'as, c'est... en fait, Fifi, elle va mentir, mais elle va pas être punie pour ça. Après, elle va te dire « Ah, en fait, c'est un mensonge ». Elle a une espèce d'honnêteté, et quand il leur arrive des trucs, il y a jamais de « Ah, ben, ils auraient pas dû faire ça ». Tu vois, ils vont grimper aux arbres. Enfin, il y a même des parents qui se sont plaints à l'époque parce que, bah oui, Fifi Brin d'Acier, elle monte dans des arbres, elle descend dans des troncs. Le modèle il se qu'on balade, donne aux jeunes filles. il se balade dans un champ où il y a un taureau qui leur fonce dessus. Enfin voilà, c'est très. Oui, mais comme tu as le personnage d'Annika, qui est une petite fille qui aime être toujours très bien habillée, etc. C'est peut-être un truc que j'ai à reprocher à Fifi Brin d'Acier, c'est qu'en fait, dans son histoire, elle inspire personne. Les deux gamins sont admiratifs et l'adorent. Mais il n'y a personne qui va prendre son modèle. Alors après, il y a 4 tomes et j'ai lu que le premier. Je pense qu'à lire, à picorer, ça doit vraiment être rigolo parce que moi, le truc, c'est que je voulais vraiment le lire assez vite pour pouvoir prendre mes notes et tout. Et je me suis forcée à le lire et c'était une connerie. Mais il y a des passages... En général, ça aide pas à aimer un bouquin. Il y a des passages qui m'ont fait éclater de rire. Enfin, à un moment, elles descendent, ils se rendent compte que dans le jardin de Fifi, ils grimpent aux arbres et il y a un chêne qui est creux. Et donc elle propose à la petite fille, au petit garçon de descendre dans le trou de l'arbre parce que ça va être rigolo. Et la petite ne veut pas venir et Fifi lui dit en rigolant « Ah mais viens, on va jouer au prisonnier politique qui peut plus manger. » Et ça c'est de l'humour noir sur le coup, t'es en mode « Mais d'où ça sort ?» Mais voilà, ça te sort, puis après ils font autre chose. C'est assez incroyable quoi. Mais oui, par rapport aux malheurs de Sophie, les malheurs de Sophie c'est abominable. Enfin, le nombre de trucs qui lui arrivent... Oh, déjà gosse, je m'en rendais déjà un peu compte, c'était... Par contre, oui, Iphigénie, dans le chat, effectivement, Pingu n'avait pas de sens. Je suis d'accord. Ce qui n'a rien à voir avec la discussion, c'est parce qu'on parlait des dessins animés avec lesquels on a grandi, et Iphigénie a grandi en regardant Pingu. Est-ce que tu penses que tu liras le tome 2 plus tard ? Ça me tâte parce que, en gros, le tome 1, ce qui fait que j'ai trouvé aussi que je me suis un peu ennuyée, c'est que c'est des espèces de... petite suite d'aventures dans le petit village, donc il y a un côté Martine, tu vois, c'est Fifi va à l'école, Fifi va au cirque, et dans la suite de ce que j'ai lu, en fait, elle prend le bateau pour aller retrouver son père, donc Fifi Brin d'Acier, elle devient pirate. Et je me dis que peut-être ça pourrait un peu m'accrocher. Mais alors, la question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu pourrais offrir ce bouquin à un enfant ou une enfant ? Oui, clairement. Et est-ce que c'est un bouquin qui rentre dans la catégorie livre pour enfants, pas si enfantin ? Eh bien Peut-être non. qu'il est un peu hors sujet du coup. Oui, mais alors en même temps, pour savoir s'il est pas si enfantin, c'est compliqué quand il on fallait n'a pas le lire. lu. Oui. Non, mais tout à fait. Mais du coup, finalement, il est pour enfants, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. Homme, tu as envie de te lancer Oui. en faisant des roues ? Oui, je vais faire 46 roues et j'arrive. D'accord. Je parie, dit Madame Lepic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. Je pense qu'avec cette première phrase, beaucoup auront deviné de quel livre je vais parler. Mais avant de vous en dire le titre, laissez-moi vous raconter les autres premières phrases que vous avez failli entendre. Oui, nous ne sommes que 3, donc j'en profite pour faire une choré. Alors non, c'est pas un pas de danse. Faire une choré dans notre milieu du club de lecture Pote que tien, ça veut dire parler de 17 livres au lieu d'un seul. La première phrase que vous avez failli entendre, cher Corée, cher Ogras, chers auditorices, c'est « Salut papa, je sors contrôler mon piège à tigre ». Alors il s'agit d'une bulle dans une case représentant en noir et blanc un petit garçon et son père. Oui, j'ai failli vous parler ce soir du tome 1 de Calvin et Hobbes. Et pourquoi ne l'ai-je point fait, me demanderez-vous ? Parce que vous adorez Calvin et Hobbes, comme tout le monde adore Calvin et Hobbes. Eh bien parce que l'avantage du club de lecture, c'est qu'on peut choisir de ne parler que de trucs chouettes. Et que je n'ai pas vraiment trouvé ça chouette. Je fais une pause, je vous laisse le temps d'être outré, comme mon copain Quentin quand je lui ai dit ça hier. Je pense que mon âme d'enfant est desséchée quelque part. Et pourtant, j'avais démarré cette lecture avec l'envie et la certitude que j'allais passer un merveilleux moment dans le monde insouciant d'un enfant. Mais tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, pour moi, c'est un sale môme qui mène la vie dure à ses parents et surtout à sa mère. Et donc ça rejoint un peu au gras ce que tu penses de Fifi Brin d'Acier. Exactement. Quelque part. Alors je ne désespère pas de reconnecter la moi de 6 ans avec cet enfant-là, et enfin rentrer dans son monde comme vous, parce que ça a l'air chouette. Moi j'aimerais bien kiffer comme vous kiffez.
La BD traîne sur la table pour que je puisse y jeter un œil de temps en temps. Elle n'est pas enfermée dans une bibliothèque, je croise les doigts. Ensuite, sur les conseils de Grand Poil, mon comparse de Dr. Watt et de bien d'autres choses, j'ai attaqué ce roman qui commence par « Ce qu'il faut révéler aux enfants sur les réalités du monde humain est un sujet de préoccupation pour tous les parents. Il est d'usage, quand les petits demandent des éclaircissements sur la provenance des bébés, de les orienter vers la cigogne ou la rose et le chou, sans risque de préjudice trop grave. » Je pense que cet ouvrage est bien moins connu. Il s'agit de The World of Pooh, ou Le monde merveilleux du caca, de Sir Terry Pratchett. Oui, j'ai précisé Sir parce que je trouve que ça va vraiment bien avec le ce titre. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui, après s'être rendu compte que tous les êtres vivants ne font pas le même type de crotte, veut ouvrir un musée du caca et y exposer la collection qu'il aura réunie. Il est entouré d'adultes bienveillants qui vont l'aider dans sa quête. Tout ceci se passe évidemment à Ankh-Morpork, la plus grande et la plus fameuse ville du disque monde, univers qui a été inventé par Terry Pratchett. J'ai lu la moitié de ce livre, je ne l'ai pas fini, c'était sympatoche, mais là encore, j'ai peut-être passé l'âge. N'empêche, le livre, édité par La Talente, est vraiment beau et il sera sous le sapin cette année pour une petite personne avide de lecture. Là c'est au moment où on enregistre, je dis il sera sous le sapin parce qu'on est début décembre, quand vous l'écouterez, disons qu'il a été sous le sapin. J'ai failli aussi vous parler de Colossal, un webtoon de Diane Truc et de Rutil. Et là, c'est l'histoire d'une ado aristo qui a un rôle à tenir dans la société dans laquelle elle évolue, mais qui n'a qu'une seule passion, la muscu. On retrouve un petit peu Fifi Brin d'Acier quelque part aussi, puisqu'elle a une amie qui, elle, par contre, est pile dans les codes et est très heureuse dans les codes. La première phrase s'étale sur 2 cases, dans des tons bleus et rose pastel, avec une princesse et un prince type Disney. On peut lire « Je viens d'un monde où les princes et les princesses sont une réalité, et dans ce monde, le seul but pour une fille telle que moi, c'est d'avoir l'âme et les mains assez douces pour qu'un jour, un prince y glisse la promesse d'une union. » C'est fun, c'est rafraîchissant, ça parle à l'ado en moi, mais je ne l'ai pas encore fini, et comme j'aime le déguster comme un bonbon, j'avais pas envie de me précipiter pour l'avoir fini pour ce soir. Donc de quoi est-ce que je vais vous parler à la place d'une BD sur un enfant fantasque, d'un roman sur un enfant passionné ou d'un webtoon sur une jeune fille rebelle ? Je vais vous parler de Poil de Carotte, un enfant mal aimé et maltraité par sa mère. Du fun en bas. Allons-y. C'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Et là on rejoint un petit peu les malheurs de Sophie du coup. Ah mais on reste dans le thème. Tout est lié. Poil de Carotte, donc écrit par Jules Renard, un peu tout au cours de sa vie d'adulte, puisqu'en réalité, donc Poil de Carotte, c'est pas un roman, c'est des tranches de vie, on peut dire, des petits chapitres qui racontent des petits moments de la vie de Poil de Carotte, donc qui est ce petit garçon. On sait pas trop quel âge il a au début, on sait pas trop quel âge il a à la fin, on se doute que ces tranches de vie vont de manière chronologique, à peu près en tout cas. On sait qu'à un moment donné, il rentre au collège et à un autre moment, sa grande sœur va pour se marier. Donc c'est pour ça qu'on le voit grandir, mais sans pouvoir dire exactement quel âge il a à quel moment. Et c'est un roman, ces petites histoires-là, en fait, parlent de l'enfance de Jules Renard, même si lui-même s'accordait à dire qu'il avait quand même un peu arrangé la réalité. Mais globalement, sa mère l'aimait pas et son père, c'est pas qu'il en avait rien à faire, mais c'était un père démissionnaire comme je pense beaucoup de pères à cette époque-là, puisque Jules Renard est né en 1864, si je dis pas de bêtises. Ils n'avaient pas encore inventé le congé paternité à ce moment-là. Non, du tout. Et c'est un enfant qui arrivait sur le tard à un moment où ses parents s'aimaient déjà plus. Ce qui me pose question sur du coup pourquoi il est né qui pourrait donner des réponses sur pourquoi sa mère le détestait, lui faisait payer le fait que son père était absent. Enfin bon bref, je pense que c'était pas très joyeux de manière générale dans cette famille. Mais ça c'est moi qui projette des quelque chose que j'ai pu lire. Revenons à l'histoire. Donc c'est des petites historiettes, des petites tranches de vie qu'il a publiées un peu tout au long de sa vie d'adulte, dans des journaux, dans des petits recueils de nouvelles. Et petit à petit, à droite à gauche, au début il y en avait 4 nouvelles, je crois les 4 premières, qui s'appelaient Les Cheveux Rêches. Après, il y a eu autre chose. Enfin, en gros, c'est limite une... comment ça s'appelle quand on met plusieurs histoires ensemble Une anthologie une anthologie ou un recueil, oui, tout à fait, les deux mots, je pense, vont bien. Et donc, il a écrit ça en tant qu'adulte. Lui ne l'a jamais publié dans des choses pour les enfants, à destination des enfants. Et je pense sincèrement que ce n'est pas à destination des enfants. Mon grand-père m'a offert ça quand j'avais 8 ans et demi.
Je pense qu'il me l'a offert de manière très sincère. Il m'aimait beaucoup, mon grand-père, donc c'était pas pour, pour être méchant. Je ne l'ai pas lu à l'époque. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis ce moment-là. Celui que j'ai lu, c'est celui que mon grand-père m'a offert. Je ne comprends toujours pas qu'il m'ait offert ça à cet âge-là. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Plein de gens l'ont lu jeune, soit primaire, soit début collège. J'avais fait d'ailleurs un sondage sur Instagram pour savoir ce qu'en pensaient les gens a priori. Beaucoup de gens pensaient que c'était fait pour les enfants ou les jeunes collégiens. Et vraiment, je pense pas. c'est extrêmement triste. C'est une histoire qui est dure. Donc, je me perds dans mon explication. Poil de Carotte, c'est le 3e enfant du couple Monsieur et Madame Lepic. Il y a grande sœur Ernestine, grand frère Félix. Poil de Carotte n'a pas de prénom. Il a un prénom en réalité, mais il est toujours appelé Poil de Carotte par sa famille, à tel point que la nouvelle bonne d'ailleurs l'appelle Monsieur Poil de Carotte. On nous dit même à un moment donné que sa famille a tellement l'habitude de l'appeler Poil de Carotte que quand on demande son prénom, ils ont un temps de réflexion avant de le retrouver. Et puis c'est l'enfant donc, qui est né bien après tout le monde, qui est clairement pas aimé par sa mère, mais en même temps, elle s'occupe de lui, et en même temps, c'est pas non plus l'histoire de l'enfant parfait qui est mal aimé par la marâtre, parce qu'il est loin d'être parfait, ce gamin. Je veux dire, à un moment donné, il tue une taupe juste pour le plaisir, il tue un chat pour aller pêcher des goujons, il fait virer la bonne. Enfin bon, c'est quand même un enfant qui est pas super sympathique. Mais c'est un enfant, donc il a aussi des bons moments où il va pêcher avec son frère, il va voir son parrain avec qui il s'entend bien. Bon voilà, c'est un mélange de tout ça. Mais du coup, tu penses que c'est plus à destination d'adultes ? Je pense que c'est à destination d'adultes, ou des ados, des grands ados, parce que ils peuvent avoir le recul sur ce qui se passe. En fait, il y a des passages dans ce bouquin où je pense que sans recul, ça peut être ultra violent. Il y a un passage où Poil de Carotte fait pipi au lit, et quand ça arrive, sa mère lui sert une soupe dans laquelle il y a de son pipi qui vient de son lit. Mais elle appelle son frère et sa sœur pour lui donner la soupe et qu'ils assistent à cette humiliation. Bon, je raconte un peu l'histoire, mais bon, c'est Poil de Carotte, quoi. C'est sorti en 1902. Bon. Je pense que ça, c'est l'exemple qui m'a quand même le plus marqué. Donc, elle sait qu'il fait pipi au lit, elle sait qu'il sait pas se retenir. Et donc, Poil de Carotte raconte qu'elle fait exprès de ne pas mettre le pot dans la chambre, par exemple. À un moment donné, elle lui dit « T'es sûr que t'as pas perdu un truc ? Mais si, ta pièce !» Alors, elle lui fait chercher la pièce partout. Et puis, comme il en a marre, il finit par aller lui piquer à elle une pièce pour dire « C'est bon, j'ai retrouvé ma pièce ». Puis elle lui dit « Comment ça se fait ? C'est moi qui l'avais dans ma poche, ta pièce. Donc, en fait, tu m'as volé ma pièce. » Donc, elle lui colle une tarte. Et c'est plein de trucs comme ça où il y a vraiment un truc de est-ce que c'est de la manipulation malsaine ? Est-ce qu'on pourrait penser qu'elle a voulu lui apprendre à faire attention à ses affaires et que c'est lui qui a fait une bêtise derrière ? Et en fait, il y a plein de moments comme ça où tu as un peu ce truc pervers où tu n'arrives plus à savoir. Enfin, il y a des moments où c'est très clair, genre le pipi dans la soupe. Bon, là, il n'y a pas de truc. Il y a des moments comme ça où c'est un peu pervers où tu n'arrives pas à savoir qui est à blâmer dans l'histoire. Il y a d'autres moments où, pareil, tu sais que c'est le petit gamin qui a blâmé. Quand il tue une taupe ou un chat juste pour le plaisir, il n'y a pas trop de trucs. Et puis, il y a la prise de conscience de cet enfant qui, au début, c'est ses parents, c'est comme ça. Il se pose pas de questions sur le oui, le non, machin. Et puis, il évolue. Peut-être le fait qu'il aille au collège aussi lui permet d'avoir ce recul, puis juste le fait de grandir. Je vous spoil un peu la fin, mais il finit par dire à voix haute qu'il n'aime pas sa mère et qu'il n'aime plus sa mère. Enfin, qu'il ne l'a jamais aimé au final. Il dit ça à son père qui lui dit « Ouais, bah écoute, moi non plus je l'aime pas, faut faire avec. » Et j'espérais sincèrement un happy end. Genre par exemple, on sent qu'il est un peu plus proche de son père. Son père c'est le gars bourru de l'époque, il parle pas de sentiments, il est mal à l'aise, machin, mais il y a des échanges de lettres avec lui, il y a des choses comme ça, il le pousse. On voit un Poil de Carotte qui est vachement intelligent, qui est cultivé, qui est curieux, etc. Donc son père le pousse là-dedans. Et j'espérais à la fin un truc de genre ils font front, tant pis, face à la mer. Et non, pas du tout. Jusqu'au bout, c'est juste terrible. Et donc voilà, et donc c'est l'histoire, et ce qui rend le... Ah oui, si, je sais, il y a un autre truc qui fait que pour moi c'est pas pour les enfants, pour les enfants trop jeunes qui ont pas de recul. Il y a un passage, je crois que c'est avec toi que j'en ai parlé, Corée, je sais plus, à l'internat.
à l'internat. Ok, avec. Ils ont un dortoir avec, je sais pas, 40 lits dans le dortoir. Et lui, il est dans les derniers. Et à côté de lui, il y a un gamin, dont j'ai oublié le nom, on s'en fout un peu, dont le surveillant va tous les soirs parler avec lui et l'embrasser sur le front. C'est comme ça que Poil de Carotte le présente. Moi, en tant qu'adulte, un surveillant qui va embrasser sur le front le gamin qui est tout au fond du dortoir, j'arrive pas à voir le côté sympathique de la chose. Et donc, Poil de Carotte va le dénoncer, pas parce qu'il s'inquiète, mais parce qu'il est jaloux, parce que lui aussi il veut l'amour de l'adulte. Mais je peux comprendre qu'un enfant comprenne pas qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette relation. Hein. Sauf que, comme c'est juste un court extrait et une tranche de vie, ça finit par Poil de Carotte, quand le surveillant se fait virer, Poil de Carotte qui hurle par la fenêtre « t'avais qu'à m'aimer moi aussi ». Et je trouve terrifiant ce passage. Sans autre morale, sans autre truc. Et je me dis que quand t'es un peu jeune, qu'est-ce que ça peut te mettre un adulte qui est censé te surveiller, qui est pas de ta famille, et qui te fait des bisous sur le front, je sais pas quoi, c'est parce qu'il t'aime. Et du coup, tu dois en être content. Je sais pas, ce passage, il m'a vraiment mis mal à l'aise. Bon voilà, c'est sur des points comme ça où, je veux dire, à un moment donné, Poil de Carotte dit qu'il a eu envie de se tuer quand même. C'est... Et son père lui répond que bon, ça suffit de vouloir faire l'intéressant, tout le monde a des problèmes. C'est limite quelque chose comme ça la réponse. Donc bon voilà. C'est une histoire extrêmement dure, je trouve. Ou en tout cas, moi, je l'ai trouvée très dure. Et je vais vous en lire 2 passages qui se répondent. À un moment, Poil de Carotte, je crois que le passage s'appelle... j'ai oublié. En gros, des fois, il réfléchit à des trucs et puis il les exprime. Il passe un peu pour un extraterrestre dans sa famille, mais voilà, des fois, il les exprime. Et donc, il explique, il est avec son père, son frère et sa sœur, sa mère n'est pas là. Et donc, il dit à son père, là, pour le coup, il s'adresse à lui, « Pour moi, dit-il, les titres de famille ne signifient rien. Ainsi, papa, tu sais comme je t'aime. Or, je t'aime non parce que tu es mon père, je t'aime parce que tu es mon ami. En effet, tu n'as aucun mérite à être mon père, mais je regarde ton amitié comme une haute faveur que tu ne me dois pas et que tu m'accordes généreusement. » Ensuite, il poursuit avec ses frères et sœurs, il leur dit un peu la même chose. Il dit, c'est le hasard qui nous a fait frères et sœurs, donc il n'y a aucun mérite à être frères et sœurs. Par contre, il y a un mérite à bien s'entendre en tant que frères et sœurs. Et plus tard, lorsqu'il discute avec son père, après avoir tenu tête à sa mère pour la première fois, Poil de Carotte dit « Mauvaise femme, te voilà complète, je te déteste !»« Tais-toi, dit Monsieur Lepic, c'est ta mère, après tout. »« Oh, répond Poil de Carotte, redevenu simple et prudent, je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. » Et là encore, donc on retombe sur ce truc, le statut de mère n'a pas de lien, là. C'est juste une mauvaise femme et il la déteste. Bon voilà, c'est un bouquin vraiment pas marrant, moi qui me disais, on va regarder des trucs pour enfants, ça va être joyeux. C'est pas un livre pour enfants. C'est un livre qui parle de l'enfance, c'est pas un livre pour enfants. Et voilà, je comprends toujours pas que à l'école... Alors, est-ce que ça se fait encore maintenant ? Parce que les personnes qui m'ont répondu, c'est des personnes qui ont plus de 30 ans, voire plus de 40 ans. Est-ce que ça se fait encore maintenant d'étudier Poil de Carotte aussi jeune ? De l'étudier tout court d'ailleurs. Est-ce que ça s'étudie toujours Poil de Carotte à l'école ? Je n'en sais rien. Je pense. Mais je suis contente de l'avoir lu, ne serait-ce que parce que mon grand-père me l'a offert il y a 31 ans, il était temps que je le lise. C'est un classique. Ne serait-ce que pour ça. Mais j'aurais du mal à dire « Ah ouais, lis-le, il faut absolument que tu lises ce livre. » Ah oui, et puis le vocabulaire. Quand il va voir son parrain, il adore son parrain l'adore. Il dit qu'il va coucher avec son parrain. Ah purée. En fait, ils dorment dans le même lit, c'est tout. Il y a vraiment... Mais l'expression est qu'il va coucher avec son parrain, et qui est une vraie expression qui veut dire dormir avec. Mais nous, en 2023, quand j'ai lu ça, je dis... Quoi ? Alors, je l'ai entendu jeune, cette expression. Ouais. Ben oui, mais... Quand j'étais gosse et que j'allais chez mes grands-parents et que des fois on dormait dans le lit des grands-parents parce que c'était un truc de campagnard, et on allait coucher avec les grands-parents. Alors certes, du coup je n'avais jamais eu cette relecture, tu viens de me mettre un flashback en tête, du coup je suis en mode... Mais c'était pas très... Oui, Iphigénie dans le chat dit que sa grand-mère disait ça aussi. Je pense que c'est un raccourci de te coucher avec. Ouais. Mais bon, voilà, pareil. Qui du coup a sûrement donné le raccourci qu'on utilise aujourd'hui. Peut-être. Ah, oui, peut-être. Surtout que maintenant on dit cododo. Quand tu couches avec quelqu'un, tu dis cododo. Non, quand on dort avec quelqu'un sans coucher avec, c'est pas... Quand tu parles d'enfant, tu veux dire ? Entre oui, autres. d'accord.
Après, bon, tu dis ce que tu veux avec Monsieur Coré, moi ça me regarde pas, ça Ah regarde non, on personne. dit qu'on lit un livre. nous. Mais... non mais voilà. Bon, ça c'était le point que je voulais... Je dirais pas, faut pas le montrer à des enfants juste à cause de ce mot-là, ça s'explique Ouais. et ça va, c'est tout le reste de l'histoire, je le trouve vraiment rude. De savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, je pense que ça a joué dans le fait de le trouver rude, de trouver l'histoire rude. Ouais. Même s'il le dit lui-même, c'est exagéré. En fait, il voulait plus entendre parler de sa mère, enfin il voulait plus avoir affaire avec elle, et il a décidé d'écrire des histoires sur elle, enfin de la transformer en Madame Lepic, quand elle s'est mise à s'en prendre à sa femme. Donc de voir l'attitude de la belle-mère, ça lui a rappelé la mère, et en fait il explique que c'est une vengeance. D'accord. Eh ben, quelle lecture de Joyeux Noël et de Bonne Année! Et bonne année. On est tous contents d'avoir choisi ce thème. Par rapport au fait de savoir si c'est toujours par exemple conseillé à des gamins, je serais curieuse de voir si on a des retours quand tu publieras l'épisode sur le Discord ou sur les différents réseaux de Podcut. En t'écoutant, ça m'a fait repenser que du coup, je vais sûrement me tâter à aller rouvrir Vipère au point. Oh purée. Dans le genre, alors sûrement je me ferai peut-être plus le film, comme ça ira plus vite, mais je me souviens plus comment finit Vipère au point. Par contre, je me J'ai souviens jamais vu. très fort de ce qui se passe avec, de 2-3 trucs qui se passent avec Folcoche. Il faudrait que j'aille voir parce que... Non mais c'est clairement les deux bouquins qui sont un peu en parallèle quoi. Mais encore une fois c'est un bouquin sur l'enfance, c'est pas un bouquin pour enfants. C'est souvent étudié au collège, Vipère au point, genre fin collège. Ouais, ben c'était 4e mois. D'accord. Et moi, je me souviens parfaitement d'avoir lu Poil de carotte un été. Je me rends compte que mon cerveau a complètement zappé certains trucs. Alors que tu vois, j'ai lu justement Les petites filles modèles ou des trucs qui sont même un peu plus durs à cette époque-là, mais je sais pas, ça... l'histoire du pipi au lit, par exemple, je m'en souviens, comme si je l'avais lu hier. Alors que le fait qu'elle s'est vengée, qu'elle l'a punie en lui faisant une soupe avec son pipi, ça m'a complètement... Alors que c'est la deuxième Ouais. histoire je crois. Ouais, non mais c'est fou, hein. Et pareil, je me souviens qu'il y avait un surveillant, pas qu'il embrassait un autre gamin sur le front. Donc voilà, Poil de carotte, qu'est-ce que je... Oui, j'ai demandé autour de moi aussi dans ma famille, beaucoup d'enseignants dans ma famille, donc j'ai demandé un peu ce qu'ils en pensaient. Et ça s'accorde pour dire collège, alors peut-être grand collégien. Et quand tu vas chez les éditeurs, ils disent autour de 11 ans, donc début collège. Wow. Par contre, je pense que c'est le style littéraire qui fait dire ça aussi. C'est très facile à lire, c'est vraiment pas compliqué. Pour le coup, un enfant de primaire peut le lire. C'est pas compliqué à comprendre, c'est pas compliqué à lire. C'est des phrases extrêmement simples, des histoires extrêmement courtes. Donc oui, de ce côté-là, oui, mais il n'y a pas que ça qui compte dans une histoire. Donc du coup c'est marrant, moi livre trop pour enfants, toi pas du tout pour enfants. On se rapproche peut-être de la cible. Alors pour grand ado, pour ado, on va dire. Ça pourrait marcher, ado. Peut-être que Corée... Peut-être que je vais relever le challenge. Ah, on verra. Ouh. Bonjour Nîmes. Donc aujourd'hui, pour vous parler d'un livre jeunesse, pas si jeunesse, je vous propose de découvrir le premier tome d'une bande dessinée. Et je ne sais pas d'ailleurs si cette série va être un diptyque ou une trilogie, puisqu'on parle d'un 3e tome peut-être en préparation, on ne sait pas. Donc ce tome s'appelle La dernière flamme, et c'est la première partie de Lightfall de Tim Probert. Il a été paru au départ en version originale aux éditions Harper Alley en 2020. Et la parution française, c'est chez les éditions Gallimard, le 17 mars 2021. La traductrice s'appelle Fanny Soubiran. Et donc, comme je connaissais pas du tout le nom de l'auteur, je me suis un petit peu renseignée. Donc, Tim Probert est un illustrateur pour livres jeunesse. Et il décide aussi pour la presse et la publicité. Et c'est enfin le directeur artistique des studios d'animation Nathan Love qui font apparemment des shorts à la commande. Et Pomme, je pense que tu devrais visiter leur site parce qu'ils ont fait une petite animation sur les Pokémon dans le monde de Van Gogh. Oh. Oui, parce que les Pokémon, je m'en tape, mais le monde de Van Gogh, c'est un peu mieux. Et il y a des étoiles qui se sont allumées dans les yeux d'eau gras quand t'as dit ça. Je vous donnerai des liens.
Mais avec cette phrase bonjour Nîmes, on va pas aller très très loin. Donc qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de Béa qui est une adolescente un petit peu anxieuse et qui vit sur la planète Irpa. Un jour, son grand-père disparaît alors qu'elle décide donc de partir à sa recherche. Elle rencontre sur son chemin Cad, un dernier des Galduriens. C'est une espèce. Et elle va partir sur les traces de son grand-père et en même temps elle va sauver le monde et découvrir le monde parce que c'est tout ce qu'il faut pour faire un bon livre pour enfants. Et c'est vrai que rien qu'en regardant les dessins, c'est absolument magique. Je vais vous montrer un tout petit peu parce que, hop, si tu vois ça, c'est très très beau. C'est un monde totalement enfantin. Podcastique. Tu vois le chat, tu vois la première. Coucou. Oui. Et vous ne saurez pas. Et donc, c'est des couleurs très mignonnes, très chaudes. C'est un monde un petit peu à la Ghibli, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avec des esprits, avec des espèces différentes. Il y a des paysages à couper le souffle. Franchement, il y a des moments, je m'arrêtais juste sur une planche et je regardais pendant 10 minutes. Ce qui n'est pas simple quand tu veux lire. On est d'accord. Mais... Non, mais attends, il y a des dessins, c'est aussi fait pour être détaillé. Hein. Et je pense que oui, ça fait partie de ces livres qui te permet de prendre du temps pour toi et tu peux le partager avec des enfants. Pour la petite anecdote, cette BD, je l'avais offerte initialement à Noël pour mon oncle. Comme tu vois, on reste toujours dans la même thématique. Et c'est pareil, il a passé, je me souviens très bien qu'il a passé la soirée, mais... à lire, à regarder les planches de cette BD et en étant tout calme, il était tout content. Donc voilà. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est cette histoire, parce que c'est une petite fille qui est toute mignonne, et puis elle va partir à l'aventure, et puis évidemment, dès qu'il y a une situation un petit peu effrayante, ils vont s'en sortir, et à chaque fois, ils font des rencontres. Enfin, tu vois, c'est vraiment toute la thématique de ce qu'on peut retrouver dans l'enfance. Et comme j'aime bien les choses qui se finissent bien, on va arrêter là cette chronique. Ah, au revoir. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé, quoi? Putain, on est le Grinch, hein. On veut gâcher Noël. Mais non, ne vous inquiétez pas, il y a bien d'autres choses, mais c'était tellement beau que j'avais pas envie de vous parler de choses graves. Très bien. Parce qu'évidemment, le grand-père Alfred, c'est un cochon sorcier, ce qui est assez amusant. Mais on voit que à ses doigts, il a des bouts de laine de différentes couleurs. Et en fait, c'est parce qu'il n'arrive pas à se repérer, à se souvenir de quel jour on est. Et donc, quand il trouve la bonne couleur pour le bonjour, il va voir ce qu'il doit faire dans la journée sur un immense pense-bête qui fait vraiment tout le mur. Et donc, si vous n'avez pas un petit peu compris, on va parler un petit peu de démence sénile. Et en fait, si Béa et son grand-père Alfred vivent isolés, c'est parce que son grand-père est malade et qu'ils peuvent plus sortir parce que sinon son grand-père risque de dire des bêtises ou faire des bêtises ou tout simplement se sauver. Donc elle s'occupe plus ou moins au fur et à mesure de ses tâches quotidiennes et de ses corvées entre guillemets. Donc il note tout, il dessine tout. Donc c'est vrai que cette gamine, elle apprend plein de choses. Mais en fin de compte, on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire qu'elle fait des choses qui ne sont pas de son âge en fait, son grand-père est un sorcier, donc c'est elle qui fait les potions, c'est elle qui range tout, c'est elle qui récolte les plantes. Et au fur et à mesure, tu vois, elle prend, et c'est vraiment ce qui se passe dans les familles dans ces cas-là, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois, on essaie de colmater un petit peu ce qui se passe. Et on s'en rend pas vraiment compte tout au début de la lecture, puisque franchement, ils s'entendent bien et tout va bien. Mais tu te rends compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vont pas, juste au moment où Béa, elle va aller se promener, et puis elle va s'arrêter un petit peu sur la branche d'un arbre, elle va admirer les paysages. Et quand elle revient, malheureusement, son grand-père a disparu. Et lui a juste laissé un mot comme quoi il devait faire quelque chose de très important. Il sait pas quoi, il sait pas où, et il sait pas pour combien de temps il va partir. Et là, tu vois toute la panique du monde tomber sur elle, et c'est là où elle rencontre Cad, qui va lui dire « c'est bon, on va aller retrouver ton grand-père maintenant ». Sauf que Cad, on se rend compte aussi que sous ses allures d'espèces de grands crapauds, j'essaie de vous le décrire un petit peu, sous espèces de grands crapauds toujours enjoués. En fait, c'est le dernier membre de son espèce, c'est un petit peu un galifréen. Sauf que lui, ça s'appelle un galdurien. Et mais Cad, plutôt que de se renfrogner et de se fermer à la vie, en fait, il s'est dit
Tout le monde me dit que ma famille est morte, c'est pas grave, je vais aller parcourir le monde, essayer de voir si je peux quand même les retrouver. Et c'est une histoire un petit peu, comment je vais dire, un petit peu mystérieuse parce que tu sais pas trop ce qui se passe. On va le savoir hein, évidemment au fur et à mesure du roman. Et donc, c'est de l'appart et on se rend compte que Béa, en fait, des fois, elle se stoppe et elle est entourée d'une espèce de nuage. Et en fait, c'est quand Béa fait des crises d'angoisse parce qu'elle a tellement pas l'habitude de demander de l'aide ou de voir des gens parce qu'elle est complètement isolée avec son grand-père, qu'au fur et à mesure, on voit l'effet de l'angoisse sur elle. Et on voit, quand elle autorise du coup Cad à l'aider un petit peu, on voit que du coup elle arrive à sortir, à respirer enfin, et c'est à ce moment-là où il y a un combat, ils font une nouvelle rencontre, enfin tu vois, tout ce qui peut se passer dans un roman d'aventure. Donc voilà, donc au bilan de ce premier tome, en fait, c'est que je sais pas si on va retrouver le grand-père, je sais pas où il est, je sais pas si c'est une projection. Tout ce que je sais, c'est que ça peut montrer à des enfants que quand tu es dans une famille pas maltraitante, hein, mais une famille où il y a une maladie, ça peut montrer qu'il faut des fois demander de l'aide et c'est de manière hyper subtile. Parce que je te dis, au départ, on pense que la famille est complètement normale, en fait. C'est une petite fille qui vit avec son grand-père, et c'est au fur et à mesure des cases que tu te rends compte qu'il se passe des choses. Et pourtant, c'est pas une famille malheureuse, c'est une famille hyper joyeuse. Je veux dire, Béa et Alfred, ils ont leur petite routine, et ils savent comment gérer leur vie. Mais tu te rends compte qu'en même temps, tu vois, les voisins, ils arrêtent pas de les voir, mais ils vont pas les aider. Alors, est-ce que c'est parce que Béa cache la maladie de son grand-père ou est-ce qu'ils veulent pas le voir, tout simplement? Et je pense que l'auteur, avec cette BD qui est magnifique, franchement, Pomme, si un jour tu veux, il sera près de toi, il sera près de l'entrée rien que pour toi. À côté du livre en pot de fête. Mais un jour, je te le passerai. Et, mais cette BD est vraiment magnifique. Et l'histoire est tout en subtilité qui pourrait montrer par exemple à des enfants comment je vais dire comment détecter quand il y a une situation de détresse, pas de détresse de maltraitance, mais une situation d'un camarade qui a une personne en handicap et qui aurait peut-être besoin d'aide. Et ça montre aussi que parfois les adultes ne voient pas ce qui se passe. Mais c'est pas grave, mais ça veut pas dire qu'on doit se fermer tout le temps et que on doit pas accepter de l'aide d'adultes ou d'autres personnes qui te permettent justement de sortir de cette relation. Donc c'est vraiment une BD pour enfants pour le coup, mais qui traite de sujets vraiment durs et tout en douceur. Peut-être pour ados, non, plutôt? Non, vraiment pour les... Pour enfants? Ouais, okay. Pour enfants. T'es vraiment tombée dans le thème. Hein. C'est... Okay. Voilà. Donc j'ai réussi le challenge pour une fois. On n'a pas... Enfin si, Fifi Brin d'Acier, c'est léger comme histoire. Ça t'a pas passionné, mais c'est léger. J'allais dire, on n'a pas réussi à trouver un bouquin léger, quoi. Non, par contre, oui, c'est ce que je me suis dit. Alors, je me suis dit, je vais être la seule à plomber l'ambiance avec mon histoire. Finalement, moi, je suis arrivée en détente en troisième, là. Mais... Pomme, elle a vachement bien commencé en disant qu'elle aimait pas Calvin et Hobbes. Hein. Enfin, voilà, niveau plombage d'ambiance. Oui, non, mais... Non, mais je suis désolée, mais c'est un sale gamin, putain. Et pourtant, je fais pas partie des gens qui râlent sur les enfants des autres. Loin de là. Ah, ça, c'est clair. Non, mais bon, il y a des gamins que tu trouves insupportables, hein, de toute façon. Moi, j'ai des beaux paysages, okay. Ça marche. Dans ta BD? Oui. Bah, écoute, très bien. Bon, du coup, toi, tu la recommandes? Je la recommande et je peux même te dire, Tu liras la suite? Je lirai la suite. J'espère vite savoir sur un tome 3 ou si l'histoire se termine avec le tome 2. J'ai pu feuilleter quelques pages à ma librairie du coin pour le tome 2 et c'est vrai que les planches sont tout aussi belles. Et oui, je pense vraiment que c'est pour enfants parce que rien n'est dit de manière crûment. Tu peux juste le deviner. Si un gamin a vécu la situation, il va le comprendre. S'il l'a pas vécu, mais il va le voir après avoir lu, il va comprendre d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu... Ouais. Et par contre, ouais, les planches sont magnifiques. Juste à te poser dans un canapé. Allez, on se fait l'ambiance de Noël, donc avec le feu de cheminée, le petit gâteau et la tasse de chocolat chaud. C'est vachement sympa. Mon oncle avait vraiment raison de lire à Noël, pour le coup.
Tu peux redire le titre ? Bien sûr, c'est La dernière flamme, Lightfall. Ça donne envie en tout cas. Ouais, tu le vends bien. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur Poil de carotte. Oui. C'est que le bouquin que j'ai lu, et c'est du coup le lien que je mettrai, parce qu'on met toujours les liens vers les éditeurs des bouquins qu'on a lus, pour que vous ayez toutes les infos, l'ISBN, le titre, etc. Moi, alors, l'édition que j'ai lue n'existe plus. J'ai cherché. Mais dedans, il y a des dessins de Poulbeau. Poulbeau qu'on connaît. Les Poulbeaux, en général, ce qu'on appelle les Poulbeaux, c'est des dessins un peu caricaturaux de titis parisiens, enfin de petits gamins parisiens. Et on les appelle les Poulbeaux parce qu'ils ont été dessinés par Poulbeau. Donc Poulbeau a fait des dessins pour l'édition que j'ai. Enfin, pas pour l'édition que j'ai, mais a fait des dessins, bref, qui se retrouvent dans l'édition que j'ai. Ces dessins sont toujours disponibles dans certaines éditions, donc je mettrai le lien vers une de ces éditions. Mais le bouquin est un peu cher, il coûte 18 €. Poil de carotte, on peut le trouver à 2 € au livre de poche, Librio. Enfin voilà, ça fait partie des livres qui peuvent être lus, qui coûtent pas très cher, quoi. Donc sur lesquels on peut se jeter un peu plus facilement, peut-être, de ce côté-là. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et bien maintenant, je pense c'est le moment de faire le tirage au sort. Non, moi j'ai une question, j'ai d'autres questions, désolée si vous voulez bien. Non, mais vas-y. Sauf si vous dis-moi voulez tout. qu'on mette un terme à cet épisode. Est-ce que vous auriez ou est-ce que vous avez d'autres idées de bouquins qui auraient pu aller pour le thème de ce soir ? Que vous avez déjà lu ou pas encore lu, mais vous vous dites que là vous auriez envie de name dropper, quoi. Moi j'en avais 2. J'avais Le Chant du Troll de Pierre Bottero, qui est un album illustré, qui est très très beau et qui a été très triste pour moi à lire à l'époque, parce que il est sorti après le décès de l'auteur, et qui est un bouquin en fait qui parle d'une... Alors si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai lu il y a quelques années, qui parle d'une petite fille, et je crois qu'en fait elle disparaît petit à petit vis-à-vis de ses parents, il y a quelque chose comme ça. Et elle a un espèce, si je me souviens bien, d'ami imaginaire, troll, qui va l'accompagner, et on va comprendre petit à petit ce qui se passe, et les illustrations, elles sont magnifiques. Et puis, il y a c'est Coraline, hein, c'est ça, de Neil Gaiman ? Oui. Mais qu'après coup, je me suis demandé si gamine, il m'aurait pas traumatisée, mais qu'adulte était très chouette à relire, et je sais pas comment je l'aurais perçu si je l'avais lu enfant. Parce que voilà, hein, l'histoire de Coraline, c'est elle emménage avec ses parents dans un appartement. Ses parents, son père dessus, je ne sais plus si sa mère travaille aussi à domicile ou pas. Et puis elle est toute seule pour jouer, toute seule pour s'occuper, et puis elle découvre... elle se sent un peu délaissée, je crois, suite à cet emménagement, si je dis pas de bêtises. Et elle découvre un autre monde où il y a une maman qui s'occupe très bien d'elle. Et là, ça part un peu en... Ce serait un très bon premier livre d'horreur à lire, je pense. Il y a eu une adaptation, non ? Oui, il y a une adaptation en... Animée Animée, ça doit être... je me demande si c'est pas du stop motion. Parce que je vois les petits dire en stop motion, personnages... Moi, Ok. pour ma part, Et toi, je me Corée souviens d'un livre... mais ça dit, mon grand-père me faisait lire beaucoup de classiques quand j'étais petite. Donc du coup, je suis un peu faussée, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si les livres pour enfants que j'ai lus étaient des livres pour enfants. Ah. Tu vois, Germinal, je l'ai lu à Vas-y, 12 ans, tu vois, c'est pas... Non, c'est pas un film pour enfants, c'est pas un livre pour enfants. Non. Mais pareil, il y a eu un autre livre qui m'a fait lire, c'était Capitaine Courageux. Mais pareil, il y a des scènes qui sont... mais après, c'est un gamin, tu sais, qui est un petit peu... un gamin de riche qui est d'un armateur qui est complètement insupportable et il se bourre la gueule. Pourquoi à 10 ans, tu sais pas, mais bon, c'est pas... apparemment à l'époque ça se faisait. Et il saute en mer, il est recueilli par un autre navire et puis du coup il apprend la vie à la dure et c'est comme ça qu'il peut succéder. Oui, il y a Rémi sans famille aussi, Iphigénie. Ah bah, j'allais lire après tous les livres. J'ai lu aussi Avec famille, c'est tout aussi pas joyeux. Et donc c'est comme ça qu'il apprend à être un homme à vrai en se faisant un copain là-bas. Et puis,
Enfin, tu vois, c'est ce genre de livre qu'on me faisait lire. Après, livre pour enfants, ça veut pas forcément dire livre édulcoré et tout rose et tout mignon. Ouais. Il peut y avoir des vraies histoires un peu dures. C'est la manière dont elles sont racontées et les messages qui sont passés qui sont importants. Enfin, qui pour moi font la différence entre un livre pour enfants et pas pour enfants, quoi. D'accord. Mais ouais, alors moi j'avais en tête Iphigénie. Alors dans le chat, Iphigénie qui vaut pour 2000 personnes. Nous a fait une petite liste de ce qu'elle avait en tête. Elle parle notamment des lettres de mon moulin, de Charlie et la chocolaterie, et de sa suite et de ses suites qui sont horribles. Non, Charlie et la chocolaterie et sa suite, et les deux sont horribles. La fracture du myocarde, Mathilda, Rémi sans famille. Alors moi j'ai hésité à lire Charlie et la chocolaterie. Parce que pareil c'est un classique, et j'ai hésité aussi, j'ai failli lire Harry Potter, que je n'ai jamais lu. Je me suis dit que c'était l'occasion, livre pour enfants, pas pour enfants, ça rentre dans le truc. Oui. Puis je me suis dit, je choisis lequel, le livre écrit par l'antisémite ou le livre écrit par la TERF. Donc c'est pour ça que je suis à partie lire autre chose. Je les lirai, mais Du coup, là sur le coup j'avais t'as ces deux préféré infos en lire tête. l'histoire d'une enfance d'un enfant maltraité. Ouais, mais au moins c'est pas écrit par une personne que j'aimerais pas avoir dans mon entourage. De ce que j'ai pu lire de Jules Renard, a priori, je pense que on pourrait discuter, tu vois, ça va. Ah ouais, c'est marrant. Bon voilà, si je les lirai un jour, mais sur le coup, au moment de choisir, quand j'ai fait mes petites recherches de qui a écrit quoi, comment je suis... Oh. Oh. Et ouais, Roald Dahl, il a écrit plein de trucs vachement bien pour gamins, hein. Si seulement il avait fermé sa gueule en dehors de son écriture. Bah, En fait, ce qui peut sauver, c'est que déjà il est mort, donc si t'achètes ses bouquins, tu le rends pas riche. Et son antisémitisme, de ce que j'en sais, ne transparaît pas dans ses histoires. C'est pas un truc qu'il a porté dans ses histoires. Par contre, il a eu aucun problème jusqu'à sa mort à le dire sur des plateaux télé. Hein. Donc bon. Ah oui, pendant très longtemps, j'ai cru que Roald Dahl était une femme aussi. J'ai découvert assez récemment qu'en fait c'était un homme. Et donc pour continuer, Iphigénie a parlé de Mathilda et de Rémi sans famille. Ouais. Et Bax a parlé de Sacrée sorcière de Roald Dahl. Et Ogra, tu as une question ? Oui, alors je repensais à une reco juste avant. J'ai hésité à lire, mais je ne l'ai pas lu du coup. Il fallait que je retrouve le nom. C'est un recueil. C'est des autrices. Il y a Charlotte Bousquet dedans, notamment, autrice française. C'est un recueil, ça doit être c'est un recueil d'histoires de princesses, mais pour petites filles pas si sages que ça. C'est un nom comme ça. Ouais. Et pareil, Oui, c'est un ensemble de nouvelles qui tord un peu le cou au cliché de la princesse. Et sur le coup, je m'étais dit, oh non, ça va faire un peu too much si j'enchaîne ça après les Amazones. Et j'ai lu Fifi Brin d'Acier et j'aurais mieux fait de prendre l'autre. C'est pas Histoire du soir pour petites filles rebelles ? Si, c'est possible que ce soit ça. Mais je crois qu'il y en a un autre. Mais c'est pas des nouvelles Histoire du soir pour petites filles rebelles, c'est des petites biographies. Non, du coup, c'est pas ça. D'accord. Non, celui-là, je l'ai vu passer aussi, mais c'est pas celui-là. Là, c'est vraiment des... En plus, il y avait un côté conte et légende de princesses. Donc, imaginez, hein, c'est pas des trucs qui existaient déjà dans la culture populaire, qui sont repris. Enfin, et le cliché de la princesse est détourné, a priori. D'accord. Et donc oui, moi j'avais une question parce que tu as demandé s'il y avait des livres qu'on avait lus et qui correspondent à ça. Et lors de nos échanges, on a quand même pas mal parlé de livres qu'on nous a fait lire enfants et qui auraient dû ou qui ont pu nous traumatiser. Et vous avez quoi, vous, comme livre qui entre dans cette catégorie ? Ah bah Germinal. Oui, non, mais c'est pas... quoi, Germinal. Ah non, mais tu sais, dans Les Amis de mon grand-père, il y avait des anciens syndicalistes socialistes et ils se sont dit, tu vois, la gamine, il faut qu'elle apprenne tout de suite les vraies valeurs. Ouais, enfin, il y a d'autres moyens de... En plus, je me dis, en plus, toi... Alors, enfin, Germinal, je l'ai lu, j'étais soit fin lycée, soit juste après. C'est outre l'histoire, c'est dur à lire, Zola. Tu après, vois, c'est pas accessible. J'étais une gamine quoi. qui lisait déjà des gros pavés à 12 ans, donc je peux. Mais je veux dire, ça aurait pu aussi te dégoûter de la lecture, tu vois, ce genre de truc. Si t'avais pas été dans le mood de beaucoup lire, putain, c'est. Est-ce que j'ai lu moi des bouquins qu'on peut dire que c'était trop jeune ? J'ai pas souvenir. Alors moi, pas jeunesse, plus jeune ado.
J'ai toujours une petite pensée un peu énervée pour, je ne sais plus si c'était une libraire ou une bibliothèque, qui a dit à ma grand-mère qu'il fallait me faire lire L'Herbe Bleue. Oh purée. Je l'ai pas lu, L'Herbe Bleue. Ah, moi aussi. Mais c'est un truc de New Age, je sais pas quoi, non? C'est pas ça? Non, pas du tout. Je confonds? Non, c'est un truc, la drogue c'est mal. Ouais. C'est très très mal. C'est le Requiem for a Dream version ado, je dirais. Enfin même version livre et... Ouf, c'était... Je me souviens plus de la fin, mais je sais que ça a été très difficile de le terminer. Et je pense que lui, il aurait pu me fâcher avec la lecture à tout jamais. Au collège, effectivement, j'ai lu un bouquin, mais personne me l'a mis entre les mains. Je l'ai pris au CDI dans les bouquins. Je pense que je devais être en 6e ou 5e. C'était la période où je passais ma vie au CDI. Et je me souviens plus du titre. Je me souviens quasiment plus de l'histoire. Je me souviens juste que c'est l'histoire d'une ado qui se faisait violer par son oncle. Et je me souviens notamment de cette scène où ils font faire du vélo à deux et où il la pousse dans le ravin pour pouvoir la violer dans le ravin. Je devais être en 5e. Le bouquin, je me souviens qu'il était... Il y a une histoire avec la machine à laver aussi, un peu le même principe où il la bloque. Bref, ça m'a pas traumatisé, coup de bol. N'empêche que à 40 ans, je me souviens encore de ces deux scènes et ça fait partie des... Tu sais, ces choses auxquelles tu penses quand t'arrives pas à dormir, des fois je repense à ces scènes-là. Donc ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a pas non plus pas laissé de traces. Et je devais être en 5e. Mais personne me l'a mis. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce bouquin? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cette histoire en particulier? Je sais pas. On a cité Les Malheurs de Sophie tout à l'heure. Enfin, après, on se rendait pas tellement compte, peut-être, aussi. Il y a de ça. Après, il y a des bouquins aussi, tu peux les lire à plusieurs âges, et où ton cerveau te protège bien et te permet de pas comprendre certains trucs. Ah oui, je te dis, j'ai toute autre lecture de Poil de carotte. Bah écoute, relis-le. Non. Ça se lit vite en plus. Franchement, toi, tu l'auras lu en 1 heure à tout casser. Hein. Non, mais c'est vrai que des fois, le cerveau fait des analyses. Enfin, moi, quand j'ai... C'est pas du tout un thème lecture, mais quand j'ai réécouté... la comédie musicale Notre-Dame de Paris, que je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est horrible ce qui se passe pour Esmeralda tout du long. Et tu te dis, ah, mais à la fin, jeune, j'adorais chanter cette chanson, et tu fais... Ah oui. Tu l'as lu, le roman? Le roman Alors, j'étais persuadée de l'avoir lu, et en fait, j'ai lu une espèce de version, vous savez, quand on était gosse, les grands classiques, des fois, ils nous faisaient des espèces de versions réécrites, qui reprend pas toute l'histoire. Oui. Et quand je l'ai lu, et je suis désolée pour le spoiler, mais je vais dire comme Pomme, c'est sorti il y a super longtemps, donc zut, le moment où j'ai réalisé que le poète préférait se barrer avec la chèvre que de sauver... la petite bohémienne, j'étais en mode mais attendez quoi? Là je me souviens pas de ce passage là, je me souviens de plein de trucs mais... Ah si, le poète il est amoureux des petits sabots brillants de la chèvre. En plus quand tu le relis adulte tu te dis mais en plus c'est cringe parce que ça passe vers un truc qui est aussi un peu illégal un petit peu. Il adore la petite chèvre, il veut la sauver, du coup lui il prend la chèvre et se barre, et si je me souviens bien il laisse le prêtre avec la petite bohémienne. C'est tellement cafard cette histoire. Il y a zéro morale dedans, c'est juste, pareil, c'est juste de la tragédie et de la dépression et de l'horreur, quoi, cette histoire de Notre-Dame de Paris. C'est vachement bien, hein. J'ai lu vers 14-15 ans. C'est jeune aussi. Hein. Ouais, non, mais... tu comprends des choses, maintenant. Après, encore une fois, il y a toujours cet âge où... Il y a des âges où tu dis, bon, non, tu vois... À 8 ans, tu lis pas, j'en sais rien... Notre-Dame de Paris ou autre. Et après, t'as des âges où ça dépend de la maturité de chacun, ça dépend de l'expérience de lecture, ça dépend aussi de plein de choses. Tu peux être extrêmement touché, traumatisé par quelque chose à 12 ans et que ta copine pas du tout, ou c'est ça, ou même l'être toujours à 35 ans alors que d'autres, à 14 ans, ça passait crème. Et puis je pense que comme je lisais énormément et que j'avais épuisé tout ce qui était bibliothèque rose, bibliothèque verte, tout ce que tu veux, au bout d'un moment, ils savaient plus quoi mettre. Et comme on vient d'une famille d'ouvriers, ils n'avaient pas non plus la culture d'avoir une bibliothèque très fournie. Donc ce qu'ils avaient, c'était... ma grand-mère, tout ce qu'elle avait, c'était les livres sur la vie du général de Gaulle, tu vois, par exemple. Non, mais c'est un truc de fou, hein, mais voilà. La rockstar... Non, mais la rockstar de l'époque, c'était le Johnny Hallyday de l'époque. Et bah oui, hein. et chez mes grands-parents, ce qu'ils avaient, c'était du Zola. Chez les amis de mes grands-parents, c'était du Zola. C'était un peu les classiques, quoi. Et donc, à partir de là, forcément, on avait... Puis à l'époque, on n'avait pas de bibliothèque tout près.
de là où habitait mon grand-père. Et même mon grand-père, je pense, n'avait jamais eu le réflexe de m'emmener à une bibliothèque. Je l'ai découverte à l'école, ça. Donc c'est... Mais après, bon, est-ce que j'aurais préféré ne pas lire ça? J'en sais rien, en fait. Ah non, mais c'est pour ça qu'après, c'est vraiment l'expérience personnelle de chacun. On va dire qu'il y a les grandes lignes, les conseils généraux. Et après, il y a l'expérience personnelle. Ouais, c'est ça. J'ai lu, là j'en ai un qui m'est revenu, je viens d'aller le googler rapidement. J'ai lu beaucoup trop jeune un Amélie Nothomb qui s'appelle Acide sulfurique. Et Acide sulfurique, c'est un livre qui te raconte... en fait, on a une super idée d'émission de télé-réalité, on va refaire les camps de concentration. Ok. Et c'était trop jeune. C'était... J'ai eu un flashback pendant qu'on en discutait, c'était trop jeune. J'avais 13-14 ans et c'était too much. D'accord. Bon, on a un peu... On a un peu fait le tour, je pense. Non, j'allais dire, on est un peu sorti du sentier. Non, pas du tout. pour parler... mais pourquoi pas? Enfin, c'était très bien comme discussion. Mais après, je pense que le plus difficile, c'est de définir un livre jeunesse. Et est-ce qu'un livre jeunesse ne devient plus si jeunesse quand on commence à parler de sujets sérieux? Je pose le... Non, pour moi, ça peut être sérieux et jeunesse, ça, et même enfant, voire très jeune enfant. Sérieux, c'est pas forcément... Oui, mais quand tu lis étant enfant, tu t'en rends pas compte, mais tu intègres l'information. Alors que lorsque tu deviens adulte et que t'as pas le même regard sur ce livre jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Non, je crois que tu m'as perdu. D'accord. Poil de carotte, quand j'ai lu petite, c'était ok. Ouais. Tu le lis toi maintenant à mon âge, et à ton âge forcément. T'as vu tous les côtés oui, d'accord, du truc. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Si je l'avais lu, alors peut-être pas à 8 ans et demi, mais à 11 ans, comme il est conseillé, peut-être que j'aurais pas relevé les mêmes choses, et peut-être je l'aurais pas trouvé aussi horrible, et aussi cafard, et aussi... C'est ça que tu veux dire? Peut-être. Peut-être que si j'avais lu Calvin et Hobbes à 11 ans, j'aurais trouvé ça absolument fabuleux. Ben peut-être. Sûrement même, en fait. Très certainement. Je suis en train de me demander si, dans le thème des bouquins que moi je lisais jeune sans me rendre compte du contexte un peu politique que ça pouvait brosser, les aventures de Spirou et Fantasio, des choses comme ça, si ça n'aurait pas pu entrer. Parce que... si, Spirou et Fantasio, si, carrément. Tu vois, mine de rien, des aventures un peu rigolotes de, ils ont perdu Fantasio à un moment, il faut le retrouver, etc. T'avais quand même, des questions... Enfin, pour les avoir relus un peu plus adultes, t'avais vraiment des questions un peu plus politiques, etc., qui parlent d'histoire, qui étaient intéressantes. Mais Astérix et Obélix, c'est pas juste des vannes. Et Tintin, y a quand même du fond dans absolument toutes les histoires. Au Tintin, alors là, on peut en faire des thèses entières sur les histoires de fond de Tintin et les messages qui sont parfois pas super... Gaston Lagaffe et notre vision du travail aujourd'hui. Gaston Lagaffe, mais non, mais oui, Gaston Lagaffe, carrément. Putain, on aurait tellement pu lire ces choses-là. Moi, j'aurais pas pu, je les ai déjà lus. Bah oui, c'est ça. Mais voilà, mais c'est ça. J'ai pas encore lu le dernier Astérix, mais comme Noël arrive, j'ai préféré ne pas l'acheter au cas où on me l'offre, et puis si on me l'offre pas, je le lirai en janvier. Oui. Pareil, t'attendras sur c'est pour ça. Sinon j'aurais lu. Si on avait fait ce thème en juillet, par exemple, j'aurais lu le dernier Astérix. J'ai une super reco que j'ai failli complètement oublier, Le Prince et la Couturière. Ça me dit quelque chose. J'en avais parlé, c'est une bande dessinée. Alors grosso modo, je l'ai lu il y a 1 an ou 2. Ça commence un peu comme un conte. C'est une couturière qui travaille et en fait, elle a une très grande. Je crois que elle commence à se faire. C'est quelqu'un qui commence. C'est une femme qui commence à se faire remarquer en soirée, qui a de belles tenues en fait, qui lui en commande une. Et en fait, on réalise que c'est le prince qui se costume. Qui aime prendre l'apparence de cette femme. Alors j'ai oublié le nom,
justement de cette femme. Et donc t'as tout un truc sur le genre, enfin au-delà d'une histoire un peu sympa de ce qui vont être découverts, comment ça se passe, t'as toute une réflexion sur le genre, parce que un petit peu aussi comme dans Colossal sur, ben voilà, est-ce qu'on doit suivre la voie qu'on nous a tracée ou pas. Et c'est vraiment je sais que j'ai adoré lire cette BD et que je l'ai prêtée à beaucoup de personnes. Elle est vraiment très très chouette et le style est très très joli aussi. Dans un style... Donc c'est Le Prince et la couturière, c'est ça? Ouais. Et dans un style Je vais te trouver l'auteur. aussi actuel qui est sorti il y a quelques années maintenant, peut-être un an ou deux, c'est Peau d'homme, Ça me dit quelque chose aussi, mais... qui est aussi une BD excellente. Ouais. Moi, on en a entendu beaucoup parler. En fait, c'est l'histoire d'une femme, et d'une princesse, il me semble. Et lorsqu'elle peut pas faire quelque chose parce qu'on lui dit que c'est une princesse, elle enfile sa peau d'homme. Ah, d'accord. Non, je connaissais pas, mais c'est intéressant. Je pense que tu peux encore la retrouver dans n'importe quelle librairie. Oui. Il a fait un carton à cette époque. Oui, puis il n'y a pas si longtemps que ça en réalité. Ça Oui, je te dis un an ou deux. Bon, je crois que là, je pense qu'on pourrait discuter encore 2 heures facile de sauter de bouquin en bouquin. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais en plus, comme on est 3, on se dit qu'on a le temps. Est-ce que ça vous dirait pas de faire un tirage au sort? Faisons le tirage au sort. Alors, c'est le tirage au sort du livre, enfin du thème pour le mois de mars. C'est le N+2. Puisque le thème pour le mois de février, c'est les contes. On va encore bien se marrer. Oui. Ah, j'ai galéré. Enfin bref. On en reparlera le mois prochain. Mais ça veut dire que tu as déjà... Ah oui. En fait, quand on a eu les 2 tomes, je suis allée à ma librairie et j'ai fait, voilà, j'ai un club de lecture. Aidez-moi. Help. You're my only hope. Tiens, j'irai demander à ma librairie ce qu'ils pensent de Poil de Carotte. Ouais. Ils sont chouettes. D'accord. Bon, bref. Allez, vas-y, fais le tirage au sort. Et ce sera un thème incroyable, magnifique. C'est un livre de votre auteur préféré ou de vos auteurs préférés que vous n'avez pas encore lu. Et c'est proposé par... Et c'est proposé par Delphine de Agatha Christie, qui aime nous torturer. Et alors, moi, je suis bien embêtée avec ce thème parce que j'ai pas d'auteur préféré. Alors... Du coup, je sais pas. Ouais. Je vais voir. Je me fais gronder si je lis un bouquin que j'avais dit que je lirais cet été et que j'ai pas lu cet été. Parce qu'on l'a dit sur un podcast de Podcut. La règle, et c'est vrai que je l'ai pas dit je voulais le rappeler au début que je parle de Poil de Carotte. La règle, c'est un livre en lien avec le thème qui a été fini après l'annonce du thème. Poil de Carotte, je l'ai commencé quand mon grand-père me l'a offert en 92. Mais je l'ai fini. Je l'ai fini avant-hier. Et tu te souvenais bien du début ? Je me souvenais des quelques premières, ouais, parce que c'est quand même, ça m'avait marqué. J'ai même auto un marque-page avec des stickers de quand j'avais 8 ans et demi. Mon Dieu. C'était mignon. Donc, même si tu l'as commencé il y a 40-50 ans, ton bouquin, l'important c'est qu'il ait été fini après l'annonce du thème. Il n'est pas commencé, j'ai juste dit dans un certain podcast cet été, sorti au début de l'été, que j'allais le lire cet été. Donc tu sais déjà lequel toi tu peux lire pour ce thème. C'est ça. Bon, tu nous le dis pas, hein, ça reste... on verra. Et toi, t'as une idée, Corée ? Bah oui, il y a un monsieur qui s'appelle Stephen King qui a écrit beaucoup de livres. Et qui est un de tes auteurs préférés. Voilà, et je pense que j'ai pas eu le temps de lire Gwendy, la boîte à boutons. Donc il m'attend là, donc je pense que je vais le prendre. C'est soit ça, soit j'essaie de relire Dreamcatcher, mais à ce moment-là, j'espère que tu seras là à côté pour me tenir la main, parce que franchement, je déteste ce livre. Moi ? Oui. Moi, j'ai aucune raison de faire ça. Et dans le chat, ça vous parle, ce thème, le livre de votre auteur préféré ou d'un de vos auteurs préférés que vous n'avez pas lu ? Les 2000 personnes du chat, qu'est-ce qu'elles en pensent ? Alors, Iphigénie, elle va partir sur King aussi. De toute façon, j'ai l'impression que c'est l'auteur préféré de tout le monde. Et Bax, elle pense... Oui. Will pense, d'ailleurs, je n'en sais rien. Partir sur des Pratchett. Ça dit, oui, si j'ai envie de tricher, je peux lire mon Pratchett du mois. Je n'ai pas d'auteur préféré, je suis vraiment embêtée. Hein.
Bon, je vais voir. Je vais Tu négocier avec... regardes le nombre d'auteurs, celui dont le nom revient le plus dans ta bibliothèque. Il y en a 2. C'est Stephen King, puisque le roi Stephen. Mais autant j'ai beaucoup aimé, j'ai pas aimé certains de ses livres, j'ai beaucoup aimé certains de ses autres livres. Je peux pas dire que c'est mon auteur préféré. J'ai bien aimé faire ça, mais c'est pas mon auteur préféré. Je vais pas aller me jeter sur tous les livres qu'il a fait et tout lire. Et l'autre qui revient, c'est Christian Signol, mais ça date de l'époque où j'étais ado et où je vivais chez mes grands-parents. Ouais, tu vas pas du tout. Parce qu'ils les lisaient tous et je les lisais avec eux, tu vois. Mais pareil, c'est pas mon auteur préféré, c'est un auteur circonstanciel, je sais pas comment dire. Moi, c'est pareil, quand j'étais ado et jeune adulte, je lisais beaucoup, je crois que c'était des Patricia Cornwell. Et c'est toute une série avec une enquêtrice de la morgue ou je sais plus quoi là. J'ai plus le nom. Enfin bon, bref. Et pareil, c'est une femme des années 80 et donc du coup, la dernière fois j'ai relu le premier tome parce que je suis tombée dessus, j'étais chez ma mère et il y avait rien à lire, tu vois. Et je me suis dit, oui quand même l'image de la femme c'est plus du tout la même chose. Ah, ça pique. C'est bien de s'en rendre compte que ça évolue. Et c'est que tu te rends compte que la saga a bien vieilli et ouais. Petite dédicace pour Delphine. J'ai longtemps lu, parce que lecture de chez ma grand-mère, abonnement France Loisirs, donc elle les avait tous, les Mary Higgins Clark, avant de réaliser que Agatha Christie existait et que c'était mieux. Ma strat à la fin dans les Mary Higgins Clark, c'était de me dire qui est-ce qu'on peut le moins soupçonner à présent ? C'est lui. Ah, je me souviens du nom de la série, c'est des Kay Scarpetta. Non. Les quoi ? Les Kay Scarpetta. K-A-Y Scarpetta. Une immense saga. Il fait plus de 40 tomes, un truc comme ça. Enfin, une trentaine de tomes, c'est une horreur. Et du coup, parmi les 2000 personnes, on a Bax qui nous parle de Samuel Beckett. Et on a Iphigénie qui nous parle de Amélie Nothomb et de... c'est Delphine de Vigan ? Je sais plus. Oui. Je crois que c'est ça, Delphine de Vigan. Bon, et ben voilà, allez, maintenant on va aller lire un conte, avant de lire notre auteur préféré. Pour bien dormir après ces histoires. Exactement. Est-ce qu'on va remplir le challenge cette fois-ci ? On verra. En tout cas, nous sommes le 2 janvier, donc je pense qu'on peut souhaiter une bonne année à tout le monde. On aurait pu commencer par ça d'ailleurs. Alors, mais comme on enregistre le 7 décembre, c'est vrai qu'on n'y a pas fait attention. On peut refaire un faux départ si tu veux. On verra. On va dire qu'on a enregistré toute la nuit et que maintenant on est le 1er janvier. On a enregistré dans la nuit du 7 décembre au 2 janvier. On aurait dû faire comme ces émissions télé où tu sais enregistrer un mois à l'avance, où on a les fausses tenues pour faire style qu'on fait vraiment nouvel an, la flûte et tout avec de l'eau pétillante dedans pour se mettre dans l'ambiance. Moi je me suis lavé les cheveux pour ce soir. Oh là là. J'ai mes nouvelles lunettes que j'ai récupérées hier, voilà. Donc bonne année tout le monde, plein de lectures, plein de belles choses. Venez, parlez-nous autour de vous pour qu'on soit 3000 dans le chat la prochaine fois qu'on enregistre sur le Discord de Podcut. Choix-Pitre est un podcast du label Podcut. Vous pouvez écouter tous les autres podcasts du label, que ce soit des podcasts littéraires comme Agatha Christie, Le Roi Steven, La 19e Palabre, ou d'autres types de podcasts comme Binous USA, comme La Confiture, qu'on espère revoir bientôt, comme Gone Bay, tout ça, et tous les autres qui sont vachement bien. Vous pouvez aussi donc venir sur le Discord pour discuter ou pour assister aux enregistrements. Si vous le pouvez, si vous le voulez, vous pouvez donner une petite pièce au Patreon. Ça nous permet de payer les hébergements, éventuellement d'acheter du matériel et tout ça. Et puis les réseaux sociaux, Blue Sky et Instagram. Voilà. On est bon ? On est bon. Venez tous. Et bien à bientôt, au mois prochain. Au mois prochain. Salut. Salut.